Bonjour à tous, ravi, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission spéciale. Ça se passe sur Télésud et cette émission spéciale s'adresse particulièrement à vous puisque vous pouvez intervenir également à n'importe quel moment sur les réseaux sociaux. Cette spéciale présidentielle au Gabon, c'est ici que ça se passe sur Télésud et nulle part ailleurs. Cette spéciale, on va la suivre, vous aurez toute une série d'émissions ici même et vous pourrez intervenir sur la page Facebook qui vous appartient, qui s'intitule Ça fait débat. Vous likez, vous commentez, vous aussi, vous pouvez même intervenir et poser des questions, mais également sur Twitter. Ça se passe donc sur @CFDébat. Cette présidentielle qui se déroule donc à quelques semaines, dans quelques semaines nous aurons évidemment, nous assisterons à ce scrutin présidentiel qui aura lieu, ça y est, la date est définie, elle est arrêtée, ça se passe le 27 août précisément et la campagne commence, comme vous le savez, pour certains d'ailleurs, 2 semaines, un peu plus tôt donc par rapport à la date du 27 qui a été fixée désormais. Et pour en parler et pour débattre, vous le savez, c'est maintenant en toute liberté d'expression, c'est parti. Et au sommaire, je le rappelle, je lance donc évidemment les candidats, l'opposition, le programme. Qui sont-ils? Le président sortant Ali Bongo, est-ce qu'on en parle? Monsieur Mba, Monsieur Ping, Monsieur Moussavou, tous ces candidats opposants sont-ils aujourd'hui, ça y est, ils ont acté leur candidature? Est-ce que désormais ils sont retenus? On en parlera, puisqu'au départ, plus d'une vingtaine de candidats se sont déclarés à cette élection présidentielle. On parlera aussi, vous savez, de l'affaire des cafards, avec Monsieur Jean Ping, qui lui a fait beaucoup parler de lui sur la toile et qui a y compris fait beaucoup parler de lui lors de cette campagne électorale qui commence déjà à battre son plein. C'est ici que ça se passe, vous le savez, dans cette émission présidentielle au Gabon, avec donc, pour en parler, pour commenter, pour analyser toute cette actualité qui va être riche désormais. On va vous tenter de vous la faire vivre sur Télésud. Donc merci à vous tous si vous venez de nous rejoindre. Pour en parler, Georges Douguélé, je ne le présente plus puisqu'il est journaliste un peu célèbre au sein de Jeune Afrique, qu'on connaît. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Vous allez pouvoir commenter donc cette actualité présidentielle au Gabon. Jean-Félix Tchikaya, chercheur à l'IPSE, qu'on connaît aussi, puisque c'est un habitué de Ça fait débat. Bonjour. Bonjour Adil, bonjour tout le monde. Ça va très bien, merci. Et enfin non, du tout, 2 autres débatteurs qui sont avec nous. Le patron du PDG en France, qui s'appelle Dieudonné Taïro Aperano. Bonjour, cher président, comment ça va? Très bien, merci. Tout va bien pour vous? Oui, très bien, merci beaucoup. Et enfin, un homme d'affaires, un chef d'entreprise qui s'appelle Jean-Patrick Makosso, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Messieurs, ce que je vous propose, c'est tout de suite avec ce premier reportage. Ce premier reportage, surtout, et puis surtout, tous ces candidats qui ont été déclarés, on parle d'une vingtaine, 19 précisément, 19 candidats qui ont retenu notre attention, et puis surtout 19 candidats qui se sont déclarés. Lesquels d'entre eux, en tout cas parmi, ont été retenus, d'autres non. Ce que je vous propose tout de suite, c'est d'abord de découvrir ce reportage réalisé par notre envoyé spécial qui s'appelle Moïse Monkoro. Il a été réalisé sur place là-bas au Gabon. Regardez. Dans les rues de Libreville ce samedi, des centaines de partisans du président Ali Bongo scandent son nom. Une foule en liesse sortie accompagnait le président candidat pour déposer son dossier de candidature à la présidentielle du 27 août prochain. Après enregistrement de son dossier, Ali Bongo brandit les récépissés attestant de la bonne validité de ses pièces fournies. Je suis donc allé déposer mon dossier de candidature à la CENAP. Et dossier qui a donc été enregistré en bonne et due forme. Devant ses partisans galvanisés, le président gabonais en profite pour répondre à ses opposants. Vous savez que la CENAP a demandé d'autres pièces, donc un certificat de nationalité. Moi, je l'ai présenté. Et grâce à vous, je vais être encore plus combatif. Car c'est notre pays dont il s'agit. Nous n'avons pas de pays de rechange. C'est le pays qu'il faut sauver. C'est le pays qu'il faut développer. C'est ensemble que nous allons le faire et pas avec d'autres. Et nous n'avons pas besoin d'aller chercher le soutien ailleurs. Mon soutien, il est ici, chez moi. À partir d'aujourd'hui, mes chers compatriotes, commence notre marche vers la victoire. Notre marche vers la victoire. Notre marche vers la victoire. Une marche vers la victoire à laquelle ses partisans croient aussi fermement. Les femmes, les jeunes soutiennent le candidat Ali Bongo Ondimba, qu'il est notre champion et que nous allons gagner, que c'est une victoire cash. D'autres candidats à la présidentielle gabonaise ont aussi déposé leur dossier de candidature ces derniers jours. La date limite du dépôt sera mardi à 18 h. En attendant la validation des dossiers, la bataille pour le scrutin du 27 août est déjà bien déclenchée.
Messieurs, on voit bien, on reviendra sur les accusations dont il fait l'objet, hein, donc le président sortant Ali Bongo. On reviendra évidemment sur toutes ces questions qu'il soulève d'ailleurs, le président, hein, et qu'on abordera ici même sur ce plateau. Messieurs, je vais bosser d'abord cette première question. Alors, qui sont-ils, hein? D'abord, on voit bien le président sortant, Ali Bongo, qui, ça y est, hein, se porte candidat. Casimir Oyemba, Jean Ping, M. Moussavou et plein d'autres. Georges Doguélé, est-ce qu'on peut faire un point là-dessus? Qui sont-ils finalement, toutes ces personnalités politiques, là, ces acteurs qu'on connaît d'ailleurs, qu'on ne les présente plus? Aujourd'hui, ils ont acté leur candidature, ça y est, ils sont candidats. Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus? Est-ce qu'on peut revenir sur ces opposants finalement? Est-ce qu'ils sont nombreux, pas nombreux? Qu'est-ce que ça représente? Écoutez, c'est un tableau connu. Bon, la plupart de ces figures-là sont connues du grand public et des Gabonais, je dirais, qui sont aux affaires depuis 30-40 ans. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que la classe politique gabonaise ne s'est pas beaucoup renouvelée. Si aujourd'hui nous avons comme candidats à cette présidentielle des gens qui sont pour la plupart des septuagénaires, j'en compte au moins 3, M. Nzubandama, 70 ans, M. Casimir Oyemba, 74, M. Jean Ping aussi, et les autres, dont Sima, 61 ans, ils ne sont pas très loin. Enfin, c'est une génération qui a fait ses classes auprès de Omar Bongo Ondimba, qui a travaillé avec lui pendant 30 ans, 40 ans, pour certains, et qui aujourd'hui est encore là à représenter l'avenir. Alors vous, je sais que vous êtes spécialiste au sein de Jeune Afrique, justement, de toutes ces questions-là, y compris l'Afrique centrale. Mais dites-moi, Georges Doguélé, est-ce qu'on a une explication de ce renouvellement politique? Vous dites que certains regrettent, évidemment, ce renouvellement, on ne l'a pas vécu et on ne le vit pas, c'est toujours les mêmes. Pour quelle raison? Ce serait prétentieux de donner une explication, il n'y a pas de vérité là-dessus. Il y a juste, c'est une observation de journaliste que je fais. Maintenant, on peut épiloguer sur le fait qu'aujourd'hui, la jeunesse de l'opposition, parce que nous avons un président qui est arrivé à 53 ans, si je m'abuse, en 2009, ça, en 2009. Qui arrive à la fin de son premier septennat, qui devrait avoir en face de lui des opposants de sa génération. Nous avons aujourd'hui des gens qui ont été aux affaires avant lui et qui se retrouvent face à lui. Il y a comme un problème. Parce que c'est quoi ce problème? Je pense qu'il ne voit pas le Gabon il le voit avec les mêmes yeux, mais il ne regarde pas dans la même direction. C'est pas, les projets ne coïncident pas. Monsieur Ali Bongo Ondimba a une espèce de vision du Gabon qui est futuriste. Je veux dire qu'il gouverne avec des méthodes totalement différentes de celles que nous avons connues jusqu'à présent. Donc là, vous êtes en train de nous parler de décalage. Il y a un gros décalage, et ça se voit, et dans le style, et dans la méthode, et dans presque tout. Et aujourd'hui, on le sent dans les discours, dans les oppositions, y compris au niveau des institutions. Je vais faire un tour de table, justement, je vais m'adresser à l'homme d'affaires, chef d'entreprise, Jean-Patrick Makosso, et je m'adresserai aussi au patron du PDG France. Jean-Patrick, est-ce que vous partagez ce sentiment-là et qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces déclarations, de toutes ces candidatures aujourd'hui, ça y est, posées, actées et retenues pour certaines? Je partage tout à fait l'avis de M. Doguélé parce que effectivement, il a fait une analyse qui est pertinente sur ce manque de renouvellement de la classe politique gabonaise. À tel point qu'on peut se poser la question de savoir si aujourd'hui nous avons une opposition de conviction ou une opposition d'opportunité. Parce que, comme il a si bien dit, l'opposition actuelle, les figures sont connues. Elles ont été aux affaires, effectivement, avant le président. Et aujourd'hui, cette opposition veut espérer apporter donc un renouveau. Bon, ça laisse un peu dubitatif, hein, en tout cas pour un certain nombre de Gabonais. Et donc je partage complètement l'analyse de M. Doguélé. Donc il y a un décalage et je pense que le problème, il vient peut-être même de là. Il vient peut-être de là. Alors peut-être que le son de cloche sera différent avec le patron du PDG France, Dieudonné Taïro Aperano. Ça y est, hein, le président sortant, Ali Bongo Ondimba, est candidat désormais. C'est officiel ? Exact, officiel, acté, validé. Il ne reste plus que la caution du peuple qui se fait mesurer aujourd'hui à 55% d'intention de vote. Je corrobore et je voudrais apporter une petite note politique aux aspects qui ont été relevés par mes deux précédents débatteurs pour dire que, vous savez, l'axiome, l'adage qui caractérise la vie politique au Gabon est le mouton broute là où il est attaché. Pour faire suite aux propos de Jean-Patrick Makosso tout de suite, c'est une classe politique qui est venue aux affaires non pas pour servir le peuple, mais pour se servir. Et
En cela, ils ont phagocyté l'environnement politique de telle sorte que le renouvellement dont a parlé M. Dougueli n'a pas pu se faire parce qu'ils n'étaient pas là pour le peuple. Bien évidemment, aujourd'hui, le changement que le président Ali Bongo Ondimba est en train de porter se heurte à leurs intérêts. Et d'ailleurs, Jean Ping, quand il quitte le PDG, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai plus rien à voir avec eux. Pourquoi? Et il explique, ça sort de sa bouche. Il explique qu'il quitte le PDG parce qu'on lui a coupé les vivres. Première raison. Parce qu'il n'avait plus de contrat pour son entreprise. Donc, je ne vois pas l'intérêt du peuple là-dedans. Deuxième raison qu'il avance, c'est parce que le président ne l'aurait pas, enfin, l'administration ne l'aurait pas suffisamment soutenu pour son renouvellement, le renouvellement de son mandat à la tête de l'unité africaine. Donc, vous voyez très bien que nous avons affaire ici à une classe politique qui n'est pas du tout intéressée ni par le renouvellement, ni par, comment dire, l'accession aux affaires de nouvelles énergies, de nouvelles intelligences, mais simplement s'accaparer la place. Et c'est en cela que le président Ali Bongo Ondimba, bien sûr, gagnera parce que le peuple n'est pas dupe pour reconnaître où est son intérêt. Où est son intérêt? Enfin, avant de retrouver notre envoyé spécial Moïse Moncoro, je m'adresse également à Jean-Claude Fitchikaya. Vous êtes chercheur. Alors, il y a quelque chose, vous savez, que Georges Dougueli m'a un peu interpellé. C'est-à-dire que le président sortant Ali Bongo Ondimba a une vision futuriste. Est-ce qu'aujourd'hui, cette vision futuriste est partagée par, justement, cette jeunesse qui est l'avenir du pays? On peut même, oui, je souscris aux différentes interventions. Plus de 60% de la population gabonaise a moins de 24 ans. Des attentes d'une génération 2.0. Il y a une défiance qui n'a pas seulement comme lieu géographique le Gabon, sur la défiance liée au personnel politique qui ne se renouvelle pas. L'accélération des informations qui passent par le net donne une vision géopolitique mondiale, continentale, sous-régionale aux Gabonais, et notamment aux plus jeunes. Et on voit bien qu'on écoute les discours et autres projets politiques qui peuvent bien sûr être antagoniques et clivés. Mais le clivage fait partie du jeu politique, et notamment pendant les élections. Mais la jeunesse a des aspirations liées à son temps. C'est pas lui accorder toutes les vertus à la jeunesse, mais on voit bien qu'il y a un décalage concret sur les discours qui, pour certains candidats, ressemblent plus à des postures et des positions liées au XXe siècle, alors que le XXIe siècle a des exigences extraordinaires. Et là, c'est carte sur table sur le plan géopolitique, et c'est là où peut-être, c'est là que je pense que les différences vont se faire, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, et quelle vision géostratégique, mais vraiment ancrée dans le XXIe siècle. Et Jean-Claude Fitchikaya, vous avez lâché le mot, le 2.0, hein, ça va peut-être se jouer aussi, y compris un peu à la Obama, c'est-à-dire un peu sur les réseaux sociaux, et c'est le cas. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir, et vous, si vous venez de nous rejoindre, vous savez, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment sur la page qui vous appartient, qui s'appelle Ça fait débat, vous likez, vous commentez, vous nous interpellez, vous posez des questions, ici même, et sur Twitter, @CFDébat. Bienvenue. Tout de suite, ce que je vous propose, direction le Gabon, où nous retrouvons notre envoyé spécial. Vous êtes avec nous, Moïse Moncoro. Bonjour. Bonjour Adil. Bonjour, merci d'être avec nous, cher envoyé spécial. Dites-moi, Moïse Moncoro, alors ce sera ma première question avant de relancer un peu le débat. Dites-moi, on parle d'une vingtaine de candidats, 19, pour être plus précis, 19 candidats déclarés. Combien ont été retenus? On parle d'ores et déjà de 14. Est-ce que vous nous confirmez cela, Moïse Moncoro? Effectivement, au départ, c'était 19 dossiers déposés à la Commission électorale nationale permanente et autonome. Et seulement 14 ont été finalement retenus, dont les dossiers du président sortant Ali Bongo Ondimba et certains poids lourds de l'opposition. Alors, on vous entend un peu trop mal, peut-être que c'est notre retour ici, mais c'est peut-être aussi lié au décalage. Mais dites-moi, alors, Moïse Moncoro, aujourd'hui, est-ce que le climat politique sur place, il a quelle tonalité, quelle couleur il a, ce climat politique? Ou alors, est-ce que la campagne, ça y est, a commencé à battre son plein? Écoutez, Adil, le climat politique à Libreville, on peut le dire, il est assez tendu. Il était déjà tendu avant les dépôts des dossiers des candidatures et la tension semble s'accroître depuis la publication de la liste des 14 candidatures validées par la commission électorale. Alors, le pouvoir accuse l'opposition de se livrer à des injures, à des insultes, au lieu de proposer un vrai programme pour les Gabonais. Donc, résumé pour le pouvoir, ces tensions sont dues aux actes, aux actions de l'opposition.
mais l'opposition de son côté accuse le pouvoir de créer un climat de peur en déployant notamment massivement des forces de l'ordre lors des manifestations de l'opposition. Et ce que demande bien sûr le pouvoir qui insiste sur le fait qu'il ne doit pas laisser s'installer un climat d'insécurité au Gabon alors que nous sommes à seulement quelques semaines de la tenue de la présidentielle. En tout cas, voici à peu près le climat politique en ce moment-là, en ce moment ici à Libreville. Dites-moi, ce sera ma dernière question, Moïse Monkoro, vous êtes avec nous donc depuis le Gabon. Est-ce que vous avez un sentiment, justement, à quelques semaines de ce scrutin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé plus particulièrement dans le cadre de ce que, évidemment, vous êtes en train de nous apporter comme élément ici et qui est hyper important? Alors, écoutez, donc, comme on le disait, la campagne a déjà commencé, hein, même si ce n'est pas officiellement comme ça. J'ai pu échanger quand même avec quelques Gabonais qui me disaient qu'ils vont voter, voilà, et donc on sent qu'il y a une ferveur quand même si elle n'est pas très très forte, mais on sent que les gens sont prêts à aller voter. Et du côté de l'opposition, on voit aussi les tractations qui sont en cours pour tenter d'avoir un candidat unique, mais ces combats, on peut le dire, est presque perdu. Et l'opposition croyait que le dossier des candidatures d'Ali Bongo, qui ne serait pas validé, a donc eu le mot de la commission électorale pour qui toutes les pièces déposées par Ali Bongo étaient en règle. Et voilà, et qu'on fin du débat en quelque sorte. Merci à vous, Moïse Monkoro. Je le rappelle, vous êtes notre envoyé spécial donc, dans le cadre de cette émission spéciale présidentielle au Gabon. Merci à vous. Je le rappelle, hein, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment si vous le souhaitez. Moïse Monkoro, merci. On vous retrouvera, et bien sûr, dans le cadre de toutes ces émissions, ça fait débat présidentiel au Gabon. Messieurs, vous voulez réagir par rapport à ce que vient de nous apporter comme élément notre correspondant, Moïse Monkoro? Pas de surprise sur la montée des tensions à moins d'un mois d'une échéance aussi importante. Maintenant, c'est quel type de tension? Est-ce que c'est la tension des programmes proposés qui va soulever l'attention plus grande du peuple gabonais? Il y a un peu plus de 600 000 votants et inscrits, quoi, en tout cas inscrits. 630 000 précisément. 630 000. 628 000 pour un peuple. Voilà, 0,16, quelque chose comme ça. Pour un peuple qui donc contient. Donc le Gabon, c'est moins de 2 millions d'habitants. Donc il y a des enjeux extraordinaires, avec des potentialités extraordinaires, des difficultés qui peuvent devenir des opportunités économiques, sociales. Je pense que là se trouve le cœur, l'éducation, la santé. Mais sur les tensions, j'ai peur que malheureusement certains discours invitent au populisme au lieu d'inviter au combat des projets politiques. Ouais. Jean-Patrick Makosso. Oui, justement, je voulais compléter ce que vient de dire M. Chikaya, et d'ailleurs votre correspondant à Libreville l'a si bien souligné. On a donc aujourd'hui une opposition qui ne propose rien, si ce n'est que des invectives et des injures, etc. Ce qu'on aurait attendu d'eux, en tout cas pour ceux qui ont été aux affaires quand même, je dirais, des années durant, c'était de nous proposer un vrai programme politique. Et là, on n'a rien. Ils s'accordent juste sur une seule chose, c'est sur cette histoire d'acte de naissance dont on reparlera d'ailleurs un peu plus tard. Mais les Gabonais, aujourd'hui, ils attendent un vrai programme politique. Et aujourd'hui, on n'a rien. Donc, à 30 jours des élections, on n'a rien. Voilà, on ne sait pas ce qu'on propose aux Gabonais. Donc, c'est un peu embêtant. Et donc là, ce qui est toujours dangereux surtout, c'est qu'on veut... quand on regarde un peu l'opposition, c'est d'instaurer un climat insurrectionnel. Et ça, ce n'est pas bon pour notre pays. Je voudrais revenir sur notre envoyé spécial qui nous rappelait justement 14 candidats retenus. On est d'accord, c'est officiel désormais. Moïse Monkoro, revenir là-dessus, et ça me pousse un peu à vous poser y compris la question et faire un tour de table. Est-ce que c'est pas un peu, les 14 candidats, c'est pas un peu aussi en faveur du président sortant Ali Bongo pour ce scrutin? Oui et non. L'analyse politique simple dirait qu'effectivement, puisque le pouvoir s'appuie sur ce qu'on appelle la majorité républicaine et sociale, qui est composée de 14 partis, fait qu'on a déjà un bloc qui nous garantit, on va dire, une longueur d'avance par rapport aux autres. En face de cela, l'émiettement présenté par une multitude de candidats ne peut que donner une analyse favorable au pouvoir.
Et c'est, je pense que cela qui provoque la cristallisation, parce que nous sommes en face d'une opposition qui n'a rien à proposer, ni en termes d'idées, ni en termes comment dire, de renouveau, ni en termes de changement, que ce soit structurel ou comment dire, ou administratif. Donc, leur seul projet, leur seule arme de combat, c'est l'état civil du président de la République, avec ce débat récurrent qui n'ont jamais épuisé, basé sur l'acte de naissance. Et malheureusement, nous allons encore en souper. Et quand ils voient que même cela ne leur apporte rien de positif, nous les voyons se braquer et se cristalliser. Et c'est l'aspect sur lequel j'aimerais vraiment m'appesantir. Oui, bien sûr, mais de toute façon, il faut qu'on avance. Il y a encore d'autres sujets qu'on va traiter. C'est pour ça, messieurs, je voudrais qu'on avance, parce que ça va très vite. Georges Douguelé, j'aimerais que vous apportiez une analyse là-dessus un peu plus pertinente concernant les 630 000 qui sont appelés, électeurs, qui sont appelés à départager un peu en quelque sorte les 14 postulants au fauteuil présidentiel. Est-ce qu'il y a une analyse qu'on peut apporter? Alors, le patron du PDG France lui disait oui, ça peut être en faveur du président. Vous répondez quoi? Est-ce que ça peut être en faveur du président sortant, Ali Bongo Ondimba? La première observation, c'est que nous avons affaire à une élection à un tour. Et lors d'une élection à un tour, dès le premier scrutin, le seul scrutin d'ailleurs, on choisit. On élimine les autres, on choisit celui pour lequel on veut confier le destin du pays. Donc, la question à se poser, c'est le jour où le Gabonais lambda rentre dans l'isoloir, quelle est la question qui va se poser? Je vote pour qui? Je vote pour quelqu'un qui va mettre du pain dans mon assiette. Je vote pour quelqu'un qui va me permettre de me soigner. Je vote pour quelqu'un qui va me permettre d'envoyer mes enfants à l'école. C'est la seule question. Alors, certains pensent que dans l'isoloir, on se posera la question de savoir, je vote pour quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, gabonais, ou quelqu'un qui est un acte de naissance et un seul, ou bref, ce genre de questions qui, à mon avis, sont totalement périphériques et, je dirais, même superflues. Donc, l'opposition a à trancher sur ces questions-là. Est-ce que nous restons dans l'espace républicain et nous nous engageons à aller au scrutin, ou alors nous devenons révolutionnaires? Parce que c'est ça le débat qui se pose aujourd'hui. Alors le débat qui se pose aussi, on va tenter d'avancer, messieurs, et tout de suite, je pose la question. Vous avez fait allusion évidemment à la nationalité du président sortant, Ali Bongo Ondimba. Je la pose ici. Je le rappelle simplement, lors du dépôt de candidature, on l'a rappelé en tout début d'émission, dans le cadre de ce reportage de Moïse Moncoro, devant des milliers de sympathisants, Ali Bongo Ondimba est revenu sur les accusations dont il fait l'objet. Est-ce que vous me connaissez ? Il interpelle évidemment ces milliers de sympathisants. Il dit est-ce que j'ai l'air d'un étranger? Est-ce que je viens d'ailleurs? A-t-il demandé à la foule. Est-ce que aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Jean-Patrick Makosso, et je vous pose la question, l'opposition est en manque d'arguments et puis elle se saisit de ce dossier-là pour abattre le président sortant autour de cette nationalité? Je rejoins d'ailleurs les propos qu'a tenus M. Douguelé quand il disait que soit on reste dans l'espace républicain, soit on rentre dans une logique révolutionnaire. Mais si on veut rester dans l'espace républicain, effectivement, il y a les institutions qui sont là, et il faut donc les respecter. Et d'ailleurs, le président de la République l'a souvent rappelé, il faut respecter les institutions. Au Gabon, nous avons des institutions qui sont là. Alors, j'entends effectivement certains membres d'opposition qui disent que les institutions sont aux ordres, mais ce sont les mêmes institutions dans lesquelles ces membres de l'opposition ont souvent travaillé. La décision, le problème de l'acte de naissance, mais en fait, il ne se pose pas dans la mesure où aucune décision juridictionnelle n'a statué quant à savoir si oui ou non l'acte de naissance, le président de la République était donc adopté, donc par conséquent, il contrevient à l'article 10 de la Constitution lorsqu'il se présente. Bon. Ou alors, dans la Constitution, il est prévu que si on a des doutes sur la nationalité d'un candidat, auquel cas, est-ce qu'il faut reporter les élections? Mais il me semble que dans la Constitution gabonaise actuelle, ça n'existe pas. Oh, mais ça a donc, déjà le débat, vous savez, il y a déjà 7 ans, il y a quelques années en arrière. Non, mais c'est un débat. Et ensuite, après, ils le remettent sur le tapis. C'est un débat sempiternel. Et pour moi, comme disait M. Douguelé, c'est pour égarer les Gabonais. Ce que les Gabonais veulent savoir aujourd'hui, c'est qui est capable de conduire le destin du Gabon, qui a une vision futuriste, qui va effectivement mettre du pain dans l'assiette des enfants, les hôpitaux, l'école, etc., etc. Ce n'est pas de savoir si effectivement il est adopté, il n'est pas adopté, etc. En tout cas, si on veut rester dans le domaine du droit, pour l'instant, aucune décision juridictionnelle nous a dit que le président était adopté, donc par conséquent, il est inéligible. Voilà. Dieudonné Thérault. Je veux que
l'opposition nous propose un programme clair, je dis encore une fois, à 30 jours d'élection, bon, ben, ça me paraît un peu difficile, mais qu'on évite je dirais, de distraire les Gabonais sur des problèmes qui me paraissent périphériques, pour reprendre l'expression de M. Dougueli. Voilà. Monsieur le patron du PDG France, Dieudonné Taïro Aperano, dites-moi, pour quelle raison d'ailleurs les opposants sont là et avec beaucoup d'insistance d'ailleurs reviennent sur l'insolité d'Ali Bongo Ondimba? Pour quelle raison? Est-ce qu'on a vraiment là-dessus une raison? Parce que c'était le même débat, souvenez-vous, il y a quelques années. Bien évidemment. C'est une question de formatage politique. Monsieur Félix Chikaya nous faisait part de ce que nous vivons dans une génération 2.0. C'est Internet, c'est l'intelligence, c'est la spontanéité, c'est l'évolution intellectuelle. Mais nous avons affaire là à des gens qui ont été formatés dans de l'immobilisme, dans des choses convenues, dans un schéma dans lequel tout se décidait dans un cercle assez restreint et qui supportent assez mal le changement que porte Ali Bongo Ondimba. Ils n'ont rien d'autre à proposer que ce débat par lequel ils espèrent soulever des relents populistes dans lesquels ils espèrent créer une scission entre Ali Bongo Ondimba et son peuple. Mais malheureusement pour eux, la chose est déjà, comment dire, c'est du vécu, c'est du surchauffé, c'est quelque chose qui ne fait plus partie des préoccupations des Gabonais parce que vous avez vu la mobilisation rien que pour le dépôt de candidature et elle ne se dément pas quel que soit l'endroit où se trouve le président, même en des terrains supposés être, hostiles. À Port-Gentil, par exemple, qui est, on va dire, le terrain dans lequel on s'attend à ce que Ping fasse son meilleur score, Ali Bongo Ondimba fait mieux en mobilisation que lui. Et il le fait partout. Donc, on voit très bien que c'est un côté désespéré. C'est quelque chose de désespéré parce que nous avons affaire à des septuagénaires. Excusez-moi, je ne veux pas être condescendant. Georges Dougueli, notre spécialiste à Jeune Afrique, l'a rappelé. Oui, il y a un manque cruel de renouvellement. Sans accusation de grabatisme ou quoi que ce soit. Bon, vous êtes en train de nous dire que seul Ali Bongo Ondimba est le seul... On a les neurones de son âge, on a le cerveau de son cœur. Bon, ça fait rire vos collègues débatteurs. Je suis obligé de souligner la chose parce que ces personnes manquent en plus de crédibilité parce que ce sont des gens qui ont servi le pouvoir aux côtés d'Ali Bongo Ondimba et aux côtés d'Omar Bongo Ondimba, qui a toujours soutenu de tout son vivant que Ali Bongo Ondimba est son fils. Ali Bongo Ondimba voyage avec des papiers d'état civil établis par son père. Depuis son jeune âge, ce n'est pas Ali Bongo Ondimba à 6 ans qui a fait le passeport avec lequel il a voyagé en France, ni à 12 ans pour venir étudier. C'est pas lui qui l'a. C'est son père qui a mis dans ses documents administratifs que moi, Omar Bongo Ondimba, je suis le père d'Alain Bongo Ondimba, comme il était à l'époque, devenu Ali. Donc, Omar Bongo Ondimba l'a reconnu comme fils. Et il a fait même mieux, puisque à la veille de sa mort, il inscrit sur son testament dans une position, préférentielle. J'ai appris en lisant légataire universel. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux d'enfants, d'héritiers, à plusieurs niveaux d'héritiers. Et ils ne sont que 2 à être légataires universels. On pourrait croire que s'ils étaient 30, il y aurait une dilution dans laquelle un plus, un moins. Bon, on a mis Ali pour masquer. Non, ils ne sont que 2. Donc Omar Bongo manifeste là le fait que Ali Bongo Ondimba, c'est son fils. Et nous sommes des Bantous. L'enfant appartient à la personne qui le reconnaît. Que l'enfant soit métis au milieu d'un couple noir, quand le père a dit « c'est mon fils », c'est son fils. Nous sommes des Bantous, nous reconnaissons Ali comme... Donc, nous avons affaire à une génération de septuagénaires qui ont complètement perdu le sens. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on a pris un peu de retard et on va essayer de le rattraper. Je vais vous donner la parole, Jean-Claude Félix Chikaya, ne vous inquiétez absolument pas. Vous qui êtes chez vous, si vous voulez nous retrouver, c'est Ça fait débat. Vous connaissez l'émission Ça fait débat, sauf que là, évidemment, on s'intéresse au Gabon, à l'élection présidentielle gabonaise qui se tient, je le précise, le 27 août. Vous pouvez intervenir sur 2 supports. Facebook, Ça fait débat, vous commentez, vous posez vos questions, vous nous interpellez, ou sur Twitter, @CFDébat. Messieurs, l'affaire des cafards, vous l'avez tous suivi. Jean Ping, qui a fait parler de lui, justement pour le coup, sur le 2.0 et sur la toile. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de découvrir cet extrait, ce court extrait. D'ailleurs, vous allez vous apercevoir que c'est légèrement audible, mais en même temps, on comprend très bien le discours entretenu par Jean Ping et puis sur l'affaire des cafards. Regardez. Chez moi, là-bas, comme l'un de mes l'a dit, à Omboué, quand on s'en va dans une bataille comme celle-là,
on va au cimetière. On dit aux morts, on s'en va à la guerre. Levez-vous. Levez-vous et accompagnez-nous. Il s'agit d'une véritable expédition pour nous débarrasser des cafards. Alors, messieurs, alors, ça fait sourire. Alors, en même temps, moi, juste le terme des cafards, notre chercheur, je m'adresserai à notre chercheur, d'ailleurs, je vous donne la parole, est particulièrement insoutenable puisqu'on se souvient qu'il a été utilisé par les génocidaires rwandais. Vous confirmez, monsieur le chercheur, oui ou non? Oui, je confirme, il a été ce type de propos quand le bestiaire est un peu ressorti par une personne qui, normalement, au regard de ses responsabilités, son âge, la vigilance, devrait avoir conscience, au niveau de sa formation aussi intellectuelle, que la radio Mille Collines au Rwanda, sans dire que monsieur a des velléités génocidaires, il faut faire attention. Il faut faire attention. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il peut y avoir des conséquences, c'est ça? Mais bien sûr, quand vous lancez ça dans le pot commun, dans la population, où il fait appel avant et après à une population où, là encore, j'ai écouté son discours en entier, on n'entend pas vraiment le déroulé de son projet politique. Par contre, il veut mobiliser, mais il mobilise encore sur un discours populiste avec tous les dangers que cela peut malheureusement augurer. Et vraiment, le peuple gabonais, comme d'autres peuples, au cours d'une campagne électorale, qu'est-ce qu'il veut? C'est être rassuré, surpris, transcendé, transporté par quelque chose qui convient à la famille, mais aussi à ses voisins et aux Gabonais et autres, pour se projeter vers l'avant. Non à ce discours qui, malheureusement, ailleurs, que ce soit sur l'ivoirité, un peu plus loin, sur d'autres pays qui sont proches, ont malheureusement plus apporté qu'une non-cohésion et un désordre social. Et puis, il faut savoir, tout le monde sait que ce soit en Afrique ou ailleurs, l'ethnocentrisme ou l'ethnique structure encore pas mal le champ social, économique, les problématiques intrafamiliales. Donc ne pas jouer là-dessus. Ne pas jouer là-dessus. Vous savez d'ailleurs, parmi évidemment les réponses qui ont été apportées, parmi les premiers, le délégué national de l'Union des jeunes, donc du PDG, s'est dit très indigné, horrifié, apeuré d'ailleurs, et choqué parce qu'il a été présenté dans cette vidéo qu'il qualifie de la vidéo de la honte. Chers confrères, je m'adresse à vous. Est-ce que c'est un jeu politicien malsain, sans intérêt, dangereux, avec ces propos que certains qualifient de nauséabonds? Écoutez, moi je regarde ça avec... je serai dans la résistance du journaliste et j'essaie de faire une analyse de la situation. Monsieur Ping est dans cette compétition qui a commencé, parce que lui, il a lancé, bien avant les autres, il a fait une tournée, il a entamé une tournée nationale. Il s'est lancé dans cette aventure avec un problème de légitimité. Parce que c'est quelqu'un... pourquoi? C'est quelqu'un qui a toujours... toute sa vie à travailler au sein de l'appareil. Et il connaît le système. Il connaît le système. Et d'autres qui croyaient le connaître ont toujours donné de lui l'image de quelqu'un qui n'avait pas de courage. Et il est parti dans cette tournée avec l'idée de contredire cette image. Et il s'est engagé dans cette spirale qu'il a, je dirais, enfoncé dans toujours plus d'excès, tous les jours. Et à mon avis, il a perdu le contrôle. Ce n'est pas les seuls propos polémiques qu'il a tenus. Il a tenu plein de meetings, parfois à la lumière des bougies, dans des villages où il a dit des choses assez graves. Sur YouTube, il y a une prolifération de vidéos. C'est du populisme, comme l'a si bien décrit mon voisin le chercheur, monsieur Chikaya, excusez-moi. Donc, c'est du populisme. Et comme il le dit si bien, il manie de la dynamite. Parce que... Donc c'est dangereux. C'est dangereux. C'est de la trinitroglycérine. Commencer à catégoriser, à utiliser ces métaphores animalières pour qualifier des gens, des êtres vivants, de chair et de sang, de cafards, tenir ce genre de discours pour dire nous allons en guerre, cette rhétorique guerrière, dans une campagne électorale au sein d'un pays en voie de démocratisation, parce que si je dis démocratie, c'est un métaphore dessus, c'est un pays en voie de démocratisation, c'est dangereux. C'est dangereux. Dites-moi,
Il y a eu d'autres épisodes comme ça, évidemment, plus récemment encore à Paris, et toujours dans le discours. C'est un peu la suite, d'ailleurs. L'affaire des cafards, je crois qu'il me semble-t-il, il y a eu une suite, toujours dans l'esprit d'alimenter ce que dit Jean-Claude Félichy-Caillet, c'est-à-dire ce populisme en permanence. Est-ce que ce n'est pas un manque d'argumentation? Est-ce que peut simplement revenir sur ces faits, les faits un peu plus récents, de quelques déclarations encore tenues, qui ont donné suite à l'affaire des cafards? Écoutez, en tant que responsable du Parti démocratique gabonais en France, je suis obligé de prendre mon temps le plus solennel possible pour alerter l'opinion nationale et internationale sur les dangers que représente la ligne politique adoptée délibérément par cette partie de l'opposition portée par Ping, parce que je tiens à rappeler, je vais rappeler 2 faits ou 3 faits en particulier. Cette ligne prend naissance en décembre 2014. Début décembre, au cours d'un congrès que Ping a financé ici à Paris. Congrès que j'ai suivi, que j'ai supervisé avec quelques-uns de mes éléments, mais dans lequel toutes les résolutions qui ont été arrêtées au cours de ce congrès visaient à instaurer des climats de haine, de tension, aussi bien politiques que sociales, sous forme de grève et autres, et imprimer dans le discours politique une violence dans laquelle les mots machette, sang n'étaient pas étrangers, revenaient à chaque bout de phrase. Donc on comprend mieux la déclaration de Jean-Pi qui consiste à dire voilà l'affaire des cafards. Mais dans cette vidéo, c'est juste ces adeptes. C'est juste pour remonter dans cette genèse qui date de 2014. Très importante la genèse. D'accord, non mais on comprend Parce que quand ces défenseurs viennent dire les propos ont été tirés de leur contexte, vous les avez entendus, ces défenseurs, mais c'est du mensonge, c'est du machiavélisme, c'est de l'hypocrisie, parce qu'ils sont en train de dérouler un plan qu'ils ont convenu en décembre 2014. Et dans lequel... Donc vous êtes en train de nous dire que c'était préparé? Préparé. Depuis longtemps, de longue date. Et ce n'est pas par hasard si, comment dire, au lendemain de ce congrès, la première manifestation à Rio a vu la mort du malheureux Mboulou Beka. Et je peux vous dire, en tant qu'observateur politique ici en France, les instigateurs de ce congrès qui voulaient voir la matérialisation de leur projet sur le terrain en étaient déjà à envisager des dizaines de morts. Ils les annonçaient déjà sur leur profil Facebook. On les voyait. Et c'est vous dire qu'ils ont envie de voir le sang couler, ils ont envie de voir la multiplication des morts. Donc, il n'y a pas de hors contexte, c'est un calcul savamment établi. Je voudrais finir en disant que vous avez observé le côté nauséabond du débat politique tel qu'il a été imprimé au Gabon pendant tout ce temps. Et en arriver à ce terme de cafard, suivi samedi dernier, je voudrais dénoncer ça avec la dernière énergie, au cours du congrès, au cours d'un meeting que M. Jean Ping a tenu samedi, on était le samedi dernier. Le samedi dernier, on était le 16, voilà, on était le 16 juillet. Au lendemain des événements de Nice, un monsieur, tout de go, vient prendre exemple sur cette malheureuse initiative d'un forcené pour dire que ce monsieur a pris une initiative sans avoir reçu d'instruction et qu'il espère que par cet exemple, d'autres exemples de ce genre puissent se produire. Est-ce que vous voyez le côté machiavélique? Je relève ici, dans le propos de Ping, le côté sombre, parce que quand même, bon, nous sommes des Bantous, nous avons nos traditions, mais quand même, il y a quand même un côté ténébreux parce qu'il fait allusion aux morts, aller réveiller les morts, les cadavres. Bon, je veux dire, nous sommes en 2015, 2016, nous savons très bien qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Donc ce point de vue montre bien que M. Jean Ping est engagé sur un processus qu'il convient de dénoncer avec beaucoup d'énergie. Alors, Jean-Patrick Makosso, justement, est-ce que vous avez une grille lecture un peu plus poussée là-dessus? Est-ce que clairement, on assiste là à une stratégie qui a été réfléchie, écrite, dans le cadre de cette déclaration à la fois qu'on vient tous de vivre avec cet extrait, mais également avec la jeunesse que nous a rappelé le patron du PDG France, Jean-Patrick Makosso? Non, moi j'aurais plutôt une grille de lecture un peu plus nuancée, parce que je ne sais pas si effectivement c'était préparé comme dans la stratégie de M. Ping, mais je rejoins plutôt l'analyse qu'a faite M. Dugueli, c'est-à-dire moi, en tant qu'opérateur économique, quelqu'un de la société civile, il y a deux manières de voir les choses sur les propos donc, de Cafard. Soit, effectivement, M. Ping, lorsqu'il a tenu ses propos, il faisait un parallèle avec ce qui s'est passé au génocide rwandais. Auquel cas, c'est quand même très, très grave, quand on veut aspirer à diriger donc, un pays.
soit effectivement, il s'est fait par abus de langage, mais là aussi, c'est quand même très grave, parce que considérer ses adversaires politiques comme des cafards, je pense qu'on peut espérer de quelqu'un de ce niveau-là un peu de la hauteur. Voilà un peu ce que je pourrais, un peu de la hauteur. Voilà. Vous pouvez réagir, je le rappelle. Oui. Pour moi, la chose aurait pu s'arrêter là. Hein. Il aurait eu un écart de langage ou peu importe. Mais quand je vous dis que le samedi 16 dernier encore, en marge de son meeting, des participants à son meeting sont venus appeler de leur vœu la multiplication des scènes comme nous les avons vécues dernièrement en France, à Nice, là, je pense qu'il faut vraiment souligner cet aspect et le dénoncer avec la dernière énergie. Et j'espère que le peuple gabonais qui m'écoute aujourd'hui va bien noter que nous avons à la tête, nous avons parmi les candidats ici, M. Jean Ping, qui est inscrit dans une logique sanglante, une logique, comment dire, on a bien compris, ne connaît pas, cher Gabon, patron du PDG France, on a bien compris. Oui. Jean-Patrick Makosso, et ensuite après Jean-Félix Chikaya. Pour terminer avec le sujet, j'ai cru comprendre qu'il y a une plainte qui a été déposée auprès du parquet, enfin procureur de la République de Libreville. M. Ping a été convoqué, il n'est pas parti à la convocation. Parler de respect des institutions, enfin, il est quand même convoqué par le procureur de la République, il n'y va pas. Alors donc, je ne sais pas dans quel Gabon on va vivre. Est-ce que c'est un Gabon où, lorsque une autorité judiciaire vous convoque, vous ne venez pas parce que vous pensez être au-dessus des lois? Au Gabon, on a l'expression. Il y a eu suite. Le juge a saisi ce dossier-là. Il y a eu en tout cas les suites. C'était pas le propos. Le propos, c'était vraiment, je voulais m'intéresser à ce qui avait fait évidemment polémique. C'était l'affaire des cafards. Mais vous avez raison de revenir là-dessus. C'est pas en tout cas la convocation. Mais moi, je disais, au Gabon, on a, par le contrôle de secrétaire fédéral, on a l'expression les Mamadou, les Makaya. Alors moi, c'est Makosso, un peu perso. Je dis que j'appelle effectivement au Makosso, le jour où ils seront convoqués par le procureur de la République, de ne pas y aller. En tout cas, je dis à leurs avocats de lire au Makosso de ne pas y aller, puisque effectivement, la convocation d'une autorité judiciaire devient une géométrie variable au Gabon. En tout cas, tel qu'on nous présente les choses aujourd'hui. Voilà. Jean-Claude Chikaya, on passe au troisième sujet et dernier sujet de cette émission spéciale présidentielle au Gabon. Pour dire que ces paroles ont dû surprendre plus d'un Gabonais. On attend autre chose de M. Ping qui a d'autres qualités à faire valoir. Et puis c'est un petit peu surréaliste d'évoquer sous ce nom cafard des personnes avec qui il a travaillé pendant des décennies. Certains se sont excusés, même ont demandé pardon d'avoir été au pouvoir si longtemps sans avoir rien fait par rapport au bilan, qui veulent être à charge pour dire que eux, maintenant, leur projet, par rapport à leur bilan et leur participation qui n'a pas été efficiente et conséquente, donc. Alors, comment on peut tenir les deux positions, c'est-à-dire avoir partagé un pouvoir avec des personnes, avoir vu grandir une personne dont aujourd'hui on veut remettre en cause la nationalité. Donc, il y a quand même des choses qui sont complètement surréalistes dans un monde mondialisé. Remettre qui soit né au Gabon, pas gabonais, il est là, il a été président pendant un mandat, ça revient aujourd'hui. Maintenant, insulter un personnel politique de cafard, ça me paraît surréaliste et complètement hors de propos. Ce que je vous propose tout de suite, messieurs, avant de rendre l'antenne, ici même, dans le cadre de cette émission spéciale, si vous venez de le retrouver, émission spéciale, ça fait débat présidentiel au Gabon. Allez, le programme, les chantiers, les projets. Vous avez tous dit un peu, chacun à sa manière, qu'il n'y a pas de véritable projet. Je voudrais quand même qu'on s'intéresse. Est-ce que vous avez noté ici et là, vous-même d'ailleurs, chers confrères, est-ce que vous avez noté des chantiers qui ont été prioritaires pour le Gabon de demain? Est-ce qu'on peut s'attendre à une campagne qui désormais propose des choses? Voilà. Qu'est-ce qui vous a frappé? Moi, je constate que la plupart des candidats parlent de réformes institutionnelles et même réformes constitutionnelles. Constitutionnelles parce qu'ils veulent revenir à la Constitution, je pense, de 2000 ou de 1890. C'est plutôt... Je sais plus. De toutes les manières, ils veulent revenir à un scrutin de tour. Ils veulent revenir... Certains veulent réduire la durée du mandat. Non, aucun ne veut réduire la durée du mandat. C'est ce qui me semblait, parce que je ne vais pas vous arrêter, mais je crois que personne ne veut réduire le mandat. Aucun ne veut le faire. Tous veulent néanmoins le réduire à deux. À deux. Voilà, c'est ça. La question, elle est là. C'est-à-dire que le débat se place sur deux. Exactement. Donc, réforme constitutionnelle et des réformes institutionnelles, évidemment, parce qu'ils considèrent que les institutions telles que sont aujourd'hui ne fonctionnent pas en leur faveur. Sauf que ce débat... on l'a vu dans d'autres pays,
C'est-à-dire, lorsqu'on accède au pouvoir, on n'a plus la même vision des choses, parce que ces institutions-là fonctionneront désormais pour soi. Bon, bref. Donc, les points de convergence sont ceux-là. Tout se présente en réformiste. Et évidemment, la plupart, deux parmi les candidats les plus en vue, sont des nostalgiques de l'ancien régime. C'est-à-dire qu'ils veulent... Lequel régime? Le régime d'Omar Bongo. Ils veulent un certain paternalisme. Ils veulent qu'on revienne à une espèce d'État prébendier qui redistribuait la rente, la manne pétrolière, et la partageait aux différents barons. La manne pétrolière qui baisse. Hein. Voilà, les barons provinciaux qui redistribuaient eux-mêmes à certaines familles, qui mettaient des enfants à l'école. Cette forme de redistribution de la richesse nationale qui était difficile à contrôler. L'exemple le plus patent, c'est l'effet tournante. On distribue de l'argent. Très étonnant ce que vous dites, hein, Georges Douguelet, parce qu'on a une Afrique qui avance et qui voit son avenir, évidemment, se structurer et s'esquisser vers quelque chose de plus démocratique, vous l'avez rappelé. Et là, vous êtes en train de me dire que la plupart des candidats, y compris des opposants, veulent revenir un peu à l'ancien régime. Deux d'entre eux. Deux d'entre eux, oui, bien sûr. Mais les plus emblématiques. Guy Zouandama, c'est clair. C'est quand même, ils sont emblématiques, ces personnages. Il veut revenir à l'ancien régime. Il est en train de dire de manière beaucoup plus élégante que moi que nous avons affaire à des papilles septuagénaires qui ont du mal à se renouveler. De toutes les manières. Parmi eux, il y en a aussi, je finis là-dessus, il y en a qui se présentent comme des rénovateurs, qui veulent insuffler une forme de modernité, sauf que leurs idées ne sont pas très différentes de celles du président actuel. Et même, le programme n'est pas suffisamment élaboré parce que le président actuel a une longueur d'avance, parce que lui, il a fait faire un programme par des spécialistes. Il y a le PSGE qui met en œuvre, qui s'est heurté malheureusement à une administration complètement sclérosée et qui ne jouait pas le jeu. Il a essayé de s'en sortir comme il a pu en créant des agences ici et là. On l'a encore critiqué beaucoup plus. Mais de toutes les manières, dans les programmes, on sent, par exemple, chez Ndong-Sima, qu'il veut ramener une espèce d'orthodoxie de la gestion des choses publiques, sauf qu'actuellement, ça se fait. Parce qu'il y a une réforme, notamment des régies financières, où vous avez, on a créé une espèce de grande direction du budget, où on n'a plus les opérateurs économiques. Voilà, ils n'ont plus besoin de passer par 4 directions, avoir je ne sais pas combien de signatures pour pouvoir faire valider un marché, obtenir que les crédits soient payés. Bref, ils sont en retard sur l'évolution des choses actuelles et une autre partie d'entre eux souhaitent revenir carrément à l'ancien système. Alors là, notre journaliste spécialiste donc Afrique, au sein de Jeune Afrique, mais vous, je m'adresse à l'homme d'affaires, qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce qu'il y a un véritable programme, par exemple, économique? Je m'adresse à l'homme d'affaires. Des projets pour les jeunes, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Peut-être, je ne sais pas, le président sortant. Enfin, en tout cas, ceux de l'opposition, moi je le disais encore tout à l'heure, on attend de voir leur programme. Mais en ce qui concerne le président sortant, comme l'a rappelé d'ailleurs si bien M. Douguelet, c'est que, bon voilà, on a eu un plan stratégique Gabon émergent. Et d'ailleurs, on aurait attendu l'opposition qui puisse effectivement apporter des arguments, des contre-arguments sur le plan stratégique Gabon émergent, disant voilà ce qui n'a pas marché, etc. Alors, le président sortant ne va pas dire que son bilan, il est à 100% réussi, bien sûr. Il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment bien faites. Il a rappelé d'ailleurs le problème des logements sociaux. Il a dit en fait on n'a atteint que 10% des objectifs. Donc peut mieux faire. D'où d'ailleurs ce second mandat pour pouvoir effectivement achever le travail qu'il a commencé. D'autre part, on a le programme pour l'égalité des chances, c'est ça? Exact. Voilà, on parle de la jeunesse, on parle d'entrepreneuriat, on parle donc des femmes, etc. Donc il y a des choses pertinentes qui sont là, avec une vision, je dirais, stratégique claire, pour effectivement amener le Gabon dans une émergence complètement. Voilà. Donc ceux de l'opposition, on attend, si ce n'est pas. En ce qui concerne la réforme constitutionnelle, alors là, c'est encore un autre débat, puisque je pense que les institutions actuelles, elles fonctionnent très bien. C'est juste l'application effective où il y a un petit peu quelques loupés. Voilà. Alors, monsieur le patron du PDG France, tout le monde attend. Je sais qu'à le rappeler, il y a certaines réformes qui ont du mal à avancer, comme nous l'a rappelé notre journaliste, l'homme d'affaires, le chercheur. Et puis vous, alors effectivement, quand est-ce qu'on va s'attendre à une véritable campagne qui va prendre forme et qui va proposer des choses à ses électeurs gabonais? Il est un fait que nous avons affaire à un homme d'État. Ali Bongo Ondimba est un homme d'État qui prend à cœur l'accomplissement de la tâche qui lui a été confiée en 2009. Le mandat n'est pas terminé. La campagne officielle doit commencer en deux semaines avant le 27, donc le 13 août par là.
Bon, il n'en demeure pas moins effectivement que nous sommes déjà en pré-campagne, d'où quelques meetings ici et là, mais le travail doit continuer et il ne s'agit pas aujourd'hui de livrer à l'opposition ce que nous avons à faire. Une première observation quand même par rapport à la question d'origine sur la confiance, parce que je ne peux pas me départir d'un regard politique. Quand on regarde le plateau, qu'est-ce qu'on voit hormis les candidats que nous appelons les candidats 0, donc qui sont... Ah, vous y allez fort, vous. 0,00. C'est le score généralement dévolu à un certain nombre de personnalités. Ils le savent, hein, de toute façon. Donc il y a, on va dire, 3 candidats qui se démarquent clairement, c'est-à-dire Ali Bongo Ondimba en premier, suivi de Jean Ping, en tout cas si j'en crois les instituts de sondage, suivi un peu plus loin de Guy Zuba Dama. Là-dessus, permettez-moi d'afficher un peu d'assurance. Non seulement au regard de ce que nous venons de brosser ici comme point de vue pour reconnaître que le changement n'est vraiment pas porté par ces gens-là. Ce dont on a besoin aujourd'hui au Gabon, c'est d'un véritable changement dans les mœurs, dans la manière de gouverner, la bonne gouvernance, dans le rapport à l'administration et même dans le rapport à, à l'État, dans la façon de vivre du Gabonais lambda. Figurez-vous que nous avons vécu jusqu'à maintenant dans une situation où le Gabonais lambda était dans ce que M. Georges Dougueli a décrit tout à l'heure comme s'inscrivant dans la manière de redistribuer la manne pétrolière en passant par des familles ou par des barons provinciaux qui passaient par des familles et ça se retrouvait chez les maîtresses. On reviendra là-dessus, on aura toute la série d'émissions spéciales présidentielles pour évidemment apporter tous ces éléments à nos téléspectateurs. Il faut une véritable volonté. Ouais. Jean-Félix Chikaï, je voulais juste, parce que pour clore un peu le débat, Jean-Félix, en 10 secondes, parce que je dois rendre l'antenne, ça y est. Je vous sens optimiste. Ça tombe sur vous. Je vous sens optimiste et très partisan, je comprends, vous êtes dans votre rôle, mais attention quand même, je pense que M. Bongo est obligé de monter en gamme. Il y a quand même des chiffres sur le plan économique et social qui confirment que le Gabon doit demeurer et même avancer sur la transition démocratique, énergétique, économique, sur le plan de l'éducation et de la santé. Et c'est justement à ses opposants et à ses oppositions de rentrer dans ces transitions et de participer à ce Gabon émergent où il peut avoir plusieurs visions d'une émergence du Gabon. Mais Monsieur Bongo, que vous supportez, est obligé de monter en gamme sur les inquiétudes des Gabonais, même s'il y a des espoirs, il y a quand même des inquiétudes et qui font monter en gamme, c'est les sujets justement que je propose dès la semaine prochaine. Merci à vous, messieurs. Le débat continue sur les réseaux sociaux, ça fait débat. Vous likez, vous commentez, vous partagez tout cela. Et puis sur Twitter, @CFDébat. Merci infiniment à Jean-Claude Filchikaya, chercheur à l'IPSE. Vous reviendrez ici même dans le cadre de cette spéciale présidentielle au Gabon. Georges Dougueli, journaliste spécialiste à Jeune Afrique. Merci infiniment d'être venu ici parmi nous. À Jean-Patrick Makosso, le chef d'entreprise, l'homme d'affaires. Merci infiniment. Et enfin, au patron du PDG France, Dieudonné Taïro Aperano. Merci. Merci à la réalisation, à Valérie et à toute son équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir dans Ça fait débat, cette spéciale élection présidentielle au Gabon. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.